Le 23 octobre 1847, une jeune femme de 23 ans s'est effondrée lors d'un dîner dans une demeure aristocratique de Londres. Ses yeux sont restés ouverts. Elle semblait voir. Mais pendant 6 semaines, Agatha Alfred n'a plus prononcé un seul mot. Et quand elle s'est enfin réveillée, elle a prétendu ne se souvenir de rien. Mais était-ce vraiment le cas? Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire pourrait bien vous glacer le sang, peu importe d'où vous venez. Londres, automne 1847. La capitale anglaise respirait encore les derniers parfums de l'été indien, tandis que les premières brumes de novembre commençaient à ramper le long de la Tamise. Dans les quartiers élégants de Belgravia, les lampes à gaz illuminaient les façades de pierre blanche des demeures géorgiennes, et derrière les lourdes tentures de velours, l'aristocratie victorienne menait une existence réglée avec la précision d'une horloge suisse. La résidence Pemberton, située sur une avenue tranquille non loin de Hyde Park, incarnait parfaitement cette respectabilité froide et immaculée. 4 étages de pierre calcaire, des fenêtres aux encadrements ornés, un perron de marbre noir poli comme un miroir. À l'intérieur, les domestiques se déplaçaient dans un silence presque religieux, leurs pas étouffés par d'épais tapis persans. Le maître de maison, Sir Reginald Pemberton, baronnet et membre influent de la Chambre des Lords, avait bâti sa fortune dans le commerce des textiles avec les Indes. Son épouse, Lady Helena Pemberton, née Cavendish, appartenait à une lignée dont les racines remontaient au Plantagenet. Ensemble, ils représentaient ce que l'Angleterre avait de plus respectable, de plus établi, de plus inattaquable. Pourtant, dans cette maison où chaque objet avait sa place et où chaque parole était mesurée, quelque chose de pourri se cachait sous le vernis de la civilité. Et Agatha Alfred, gouvernante fraîchement engagée pour s'occuper des 3 enfants Pemberton, allait en faire la découverte de la manière la plus terrible qui soit. Agatha était arrivée chez les Pemberton 6 mois plus tôt, au début du printemps. Orpheline depuis l'âge de 15 ans, elle avait été élevée par une tante sévère qui tenait une pension pour jeunes filles dans le Kent. Là, elle avait reçu une éducation convenable, suffisante pour lui permettre d'aspirer à un poste respectable. À 23 ans, elle présentait ce mélange particulier de modestie et d'intelligence qui convenait parfaitement à une gouvernante de bonne maison. Elle parlait un français correct, connaissait les rudiments du latin, jouait passablement du piano et maîtrisait les travaux d'aiguille avec une dextérité appréciée. Mais surtout, elle possédait cette qualité rare dans sa condition, une capacité d'observation aiguë, presque troublante, qui lui permettait de saisir en un regard les non-dits et les tensions qui traversaient les familles pour lesquelles elle travaillait. Les enfants, Pemberton, Charlotte, 12 ans, William, 9 ans, et la petite Béatrice, 6 ans, avaient d'abord accueilli Agatha avec la méfiance habituelle des enfants de l'aristocratie envers le personnel domestique. Mais rapidement quelque chose dans la douceur ferme de la jeune gouvernante, dans sa manière de raconter des histoires le soir, dans son refus de recourir au châtiment corporel si prisé à l'époque, avait gagné leur confiance. Charlotte en particulier s'était attachée à elle avec une intensité qui inquiétait parfois Lady Helena. L'atmosphère de la maison Pemberton était étrange. Agatha l'avait senti dès les premiers jours. Ce n'était rien de précis, plutôt une accumulation de détails qui, pris isolément, ne signifiaient rien, mais qui ensemble composaient un tableau troublant. Les domestiques parlaient peu, échangeaient des regards entendus quand ils pensaient ne pas être observés. La gouvernante précédente, une certaine Miss Eleanor Ashcroft, était partie brutalement 6 semaines avant l'arrivée d'Agatha, officiellement pour raison de santé. Mais quand Agatha avait demandé des précisions, cherchant simplement à comprendre les habitudes des enfants, les visages s'étaient fermés. La cuisinière, Madame Dalton, une femme aux joues rouges habituellement bavarde, s'était contentée de marmonner quelque chose à propos de « mieux vaut ne pas poser de questions ». Le majordome, Mr. Graves, un homme austère au visage taillé à la serpe,
avait simplement répondu que Miss Ashcroft était retournée dans sa famille du Devonshire et que ses affaires ne concernaient pas les nouvelles employées. Le plus étrange, peut-être, concernait Lady Helena elle-même. À première vue, elle incarnait la parfaite matriarche victorienne. Élégante, distante, pieuse jusqu'à l'obsession. Elle assistait aux offices de Saint-Paul tous les dimanches, recevait le vicaire pour le thé tous les mercredis, présidait aux œuvres charitables de la paroisse avec une dévotion ostentatoire. Mais Agatha avait remarqué des contradictions troublantes. Lady Helena prenait des doses importantes de laudanum, cette teinture d'opium si répandue dans la haute société victorienne. Rien d'exceptionnel en soi, de nombreuses dames en consommaient pour les nerfs, mais les quantités étaient impressionnantes. Le docteur Frederick Harrington, médecin de famille des Pemberton, venait livrer lui-même les flacons 2 fois par semaine, ce qui était inhabituel pour un praticien aussi réputé. Et puis il y avait ces moments où Lady Helena regardait Agatha avec une intensité dérangeante, comme si elle cherchait à lire quelque chose sur son visage, comme si elle attendait que la jeune gouvernante dise ou fasse quelque chose de particulier. Parfois, tard le soir, Agatha entendait des conversations étouffées entre Sir Reginald et son épouse, des éclats de voix rapidement réprimés, des silences lourds qui traversaient les murs épais de la demeure. Sir Reginald, quant à lui, était rarement présent. Ses affaires l'accaparaient, disait-on. Il passait de longues journées à son club, au Parlement, dans son bureau de la City. Quand il rentrait, souvent tard, il s'enfermait dans sa bibliothèque avec un verre de brandy et ne souhaitait pas être dérangé. Les rares fois où Agatha l'avait croisé, elle avait été frappée par son regard fuyant, par cette manière qu'il avait de détourner les yeux quand on lui adressait la parole directement. Pour un homme de son rang, habitué à commander et à être obéi, cette attitude était pour le moins surprenante. Les semaines avaient passé. Agatha s'était installée dans sa routine. Leçon le matin dans la salle d'études au 3e étage, promenade l'après-midi dans Hyde Park quand le temps le permettait, lecture du soir avant que les enfants ne se couchent. Elle occupait une petite chambre sous les combles, meublée simplement mais convenablement. Un lit étroit, une armoire, une table de toilette, un secrétaire où elle pouvait écrire ses lettres. De sa fenêtre mansardée, elle apercevait les toits de Londres, cette forêt de cheminées qui crachait de leur fumée noire dans le ciel perpétuellement gris de la capitale. C'est au cours du 4e mois de son emploi que tout avait commencé à basculer. Un mardi après-midi de septembre, alors qu'Agatha rangeait les livres de classe dans la salle d'études, Charlotte était entrée brusquement, le visage pâle, les yeux brillants de larmes retenues. La fillette avait toujours été la plus réservée des 3 enfants, celle qui gardait ses émotions pour elle, qui observait plus qu'elle ne parlait. La voir dans cet état avait immédiatement alerté Agatha. « Miss Alfred » avait murmuré Charlotte en jetant des regards inquiets vers la porte. « Puis-je vous parler ? C'est important. » Agatha avait posé ses livres et s'était agenouillée à hauteur de l'enfant. « Bien sûr, Charlotte. Qu'y a-t-il » La fillette avait hésité longuement, se tordant les mains, cherchant visiblement ses mots. Puis, dans un souffle, « Miss Ashcroft, l'autre gouvernante, celle d'avant vous. » Le cœur d'Agatha s'était serré. « Oui, qu'y a-t-il avec Miss Ashcroft ?»« Elle n'est pas partie parce qu'elle était malade. » Charlotte avait parlé très vite, comme si elle craignait de perdre courage. « Le soir avant son départ, je me suis réveillée. J'avais soif. Je suis descendue à la cuisine. J'ai entendu papa et maman qui parlaient dans le petit salon. Ils ne savaient pas que j'étais là. Papa disait que c'était réglé, que personne ne poserait de questions, que le docteur Harrington avait signé les papiers nécessaires, et maman pleurait. Elle disait que c'était sa faute, qu'elle aurait dû être plus prudente, qu'Eleanor, Miss Ashcroft, je veux dire, qu'elle en savait trop. Agatha avait senti un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Charlotte, es-tu certaine d'avoir bien entendu ?» L'enfant avait hoché la tête avec véhémence. « Oui, et il y a autre chose. Le lendemain matin, quand je suis monté à la chambre de Miss Ashcroft, sa porte était ouverte. Des hommes emportaient ses affaires, mais Miss Ashcroft n'était pas là. Et quand j'ai demandé où elle était,
Mr. Graves m'a dit de retourner dans ma chambre et de ne plus poser de questions. Mais, Miss Alfred, j'ai vu quelque chose dans le couloir. Du sang. Juste quelques gouttes sur le tapis. Elles ont disparu le jour d'après, mais je les ai vues. Ce soir-là, Agatha n'avait pas réussi à dormir. Étendue dans son lit étroit, elle avait fixé le plafond en latte de bois, l'esprit en ébullition. Que devait-elle faire de ces révélations? Charlotte était une enfant imaginative, certes, mais ce n'était pas une menteuse. Et ces détails, cette précision, cette peur dans ses yeux, tout cela semblait trop réel pour être inventé. Les jours suivants, Agatha avait commencé à observer plus attentivement. Elle avait remarqué que le docteur Harrington, lors de ses visites bi-hebdomadaires pour livrer le laudanum de Lady Helena, restait parfois s'entretenir longuement avec Sir Reginald dans la bibliothèque, porte fermée à clé. Elle avait noté que les domestiques les plus anciens, ceux qui avaient connu Miss Ashcroft, évitaient soigneusement de mentionner son nom, détournant la conversation dès que le sujet était abordé. Elle avait découvert, en fouillant discrètement dans le secrétaire de la salle d'études, une lettre non envoyée, rédigée de la main d'Eleanor Ashcroft, adressée à une certaine Mrs. Margaret Ashcroft à Exeter. La lettre n'était pas terminée, mais les quelques lignes écrites étaient troublantes. « Chère mère, je ne sais plus quoi faire. Ce que j'ai découvert me ronge. Si je parle, je perds ma position, et nous savons toutes deux que je ne peux me le permettre. Mais si je me tais, je deviens complice de... » La phrase s'arrêtait là. Complice de quoi? Agatha avait glissé la lettre dans la poche de son tablier et était retournée dans sa chambre. Ce soir-là, elle avait commencé à rédiger ses propres notes, documentant tout ce qu'elle observait, toutes les incohérences, tous les détails troublants. Elle ne savait pas encore ce qu'elle découvrirait, mais son instinct lui disait qu'elle était sur la piste de quelque chose de grave, peut-être même de criminel. 2 semaines plus tard, alors qu'elle se promenait avec les enfants dans Hyde Park, Agatha avait eu l'étrange impression d'être suivie. Un homme en redingote noire, le visage dissimulé sous un chapeau à large bord, semblait les observer depuis un banc. Quand elle s'était retournée pour mieux le voir, il avait disparu dans la foule. Le lendemain, en rentrant de ses courses personnelles, elle avait trouvé sa chambre en désordre, comme si quelqu'un avait fouillé ses affaires. Rien ne manquait, mais ses vêtements avaient été déplacés, ses tiroirs mal refermés. Son journal intime, qu'elle cachait sous une latte du plancher, avait été déplacé de quelques centimètres. Quelqu'un l'avait trouvé, l'avait lu, puis l'avait remis en place. À partir de ce moment, Agatha avait su qu'elle était en danger. Elle avait commencé à prendre des précautions. Elle écrivait désormais ses observations en code, un système simple qu'elle avait inventé en remplaçant les noms par des initiales et en mélangeant le français et l'anglais. Elle cachait ses notes dans des endroits différents chaque soir. Elle évitait de poser des questions directes, préférant observer et écouter. Mais plus elle observait, plus l'image qui se dessinait était sombre. Lady Helena, elle l'avait compris, n'était pas seulement dépendante au laudanum. Elle était terrifiée. Ses mains tremblaient constamment. Elle sursautait au moindre bruit. Quand son regard croisait celui de son époux, Agatha y lisait une peur animale, primitive. Sir Reginald, de son côté, avait commencé à montrer des signes d'irritation croissante. Il parlait sèchement aux domestiques, claquait les portes, passait de plus en plus de temps enfermé dans sa bibliothèque. Une fois, Agatha l'avait entendu hurler au téléphone. Cet appareil nouveau et fascinant qu'il avait fait installer dans son bureau. « Je me fiche de ce qu'il faut faire. Je veux que cette affaire soit enterrée définitivement. Définitivement, vous m'entendez ?» Et puis, un soir d'octobre, tout s'était précipité. C'était un vendredi. Les Pemberton donnaient un dîner, comme ils le faisaient régulièrement pour maintenir leurs relations sociales. Une dizaine d'invités triés sur le volet, un juge de la haute cour, un colonel de l'armée des Indes, 2 couples de la haute bourgeoisie, et bien sûr, le docteur Harrington avec son épouse. Agatha n'était pas censée assister à ces réceptions, mais ce soir-là, Lady Helena l'avait fait appeler. La petite Béatrice était souffrante,
une fièvre légère, et Lady Helena souhaitait qu'Agatha reste à proximité au cas où l'enfant aurait besoin de soins pendant le dîner. Agatha devait donc demeurer dans le petit salon adjacent à la salle à manger, porte entr'ouverte, prête à intervenir. Cela lui avait donné l'occasion d'entendre des fragments de conversation. Les invités parlaient politique, commerce, colonie. La nourriture était excellente. Le vin coulait à flot. Mais à un moment de la soirée, alors que le dessert était servi, Agatha avait perçu un changement dans le ton de la conversation. Les voix s'étaient faites plus basses, plus tendues. Elle avait entendu Sir Reginald dire quelque chose à propos de paperasse administrative et de questions inopportunes. Le juge avait répondu que ces affaires devaient être gérées avec la plus grande discrétion et que certaines institutions étaient parfaitement adaptées pour faire disparaître des problèmes embarrassants. À ce moment précis, Agatha avait compris. Les asiles. Il parlait des asiles d'aliénés, ces institutions victoriennes où l'on enfermait non seulement les véritables malades mentaux, mais aussi les personnes gênantes, celles qui en savaient trop, celles qui menaçaient l'ordre établi. Une femme pouvait être internée sur simple signature de son mari ou d'un médecin complaisant, sans procès, sans défense, parfois pour le reste de sa vie. Et Eleanor Ashcroft, la gouvernante précédente, n'était pas partie pour raison de santé. Elle avait été internée, enfermée, réduite au silence. Le cœur d'Agatha s'était mis à battre violemment. Elle avait porté une main à sa bouche pour étouffer un hoquet de terreur. Dans ce mouvement, elle avait heurté un guéridon, renversant un vase qui s'était brisé au sol dans un fracas assourdissant. Le silence s'était abattu sur la salle à manger. Agatha s'était précipitée pour ramasser les débris, les mains tremblantes. Lady Helena était apparue dans l'embrasure de la porte, le visage blême. « Miss Alfred, que se passe-t-il ? Je suis terriblement désolée, madame. J'ai été maladroite. Je vais nettoyer immédiatement. » Mais quand son regard avait croisé celui de Sir Reginald, qui s'était levé de table et l'observait depuis le seuil de la salle à manger, Agatha avait su qu'elle avait fait une erreur fatale. Dans ses yeux, elle avait lu la suspicion, puis la certitude. Il savait qu'elle avait entendu. Il savait qu'elle savait. Le reste de la soirée s'était déroulé dans un brouillard. Agatha avait nettoyé les débris, s'était excusée encore, était remontée auprès de Béatrice. Mais elle n'avait pas réussi à se calmer. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Elle devait partir. Dès le lendemain, elle inventerait une excuse, une urgence familiale, n'importe quoi. Elle récupérerait ses affaires et quitterait cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle n'en avait pas eu le temps. Le lendemain matin, samedi, Lady Helena l'avait convoquée dans le petit salon. Son visage était encore plus pâle que d'habitude. Ses mains tremblaient violemment. « Miss Alfred, mon époux et moi-même avons décidé de vous accorder une journée de congé. Vous avez travaillé dur ces derniers mois, vous méritez un peu de repos. Allez donc vous promener, visiter la ville. Les enfants passeront la journée avec leur tante. Nous ne vous attendons que pour le dîner, ce soir. » C'était un ordre déguisé en cadeau. Agatha l'avait compris immédiatement. Il voulait qu'elle soit hors de la maison. Pourquoi ? Pour fouiller ses affaires, pour préparer quelque chose. Elle avait accepté avec un sourire forcé, était montée dans sa chambre, avait enfilé son manteau et son chapeau. Mais au lieu de sortir se promener, elle s'était cachée dans le garde-manger du sous-sol, un endroit rarement utilisé le samedi, et avait attendu, le cœur battant, pour voir ce qui allait se passer. Ce qu'elle avait découvert l'avait glacée jusqu'aux os. Vers 10 heures du matin, elle avait entendu des pas dans l'escalier de service. Sir Reginald et le docteur Harrington. Ils étaient montés directement au 3e étage, dans sa chambre. Agatha s'était glissée hors de sa cachette et, avec des précautions infinies, les avait suivis. Cachée dans une alcôve du couloir, elle avait pu les écouter. « Vous êtes certain que c'est nécessaire ?» avait demandé Sir Reginald, la voix tendue. « Absolument », avait répondu le médecin avec un calme glaçant. Elle a entendu la conversation d'hier soir, cela ne fait aucun doute.
Et si elle a fouillé autant que je le pense, elle en sait probablement autant que l'autre. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'elle parle. Mais un autre internement, si rapidement après le premier, cela ne va-t-il pas paraître suspect? Le docteur Harrington avait ri, un rire froid et sans joie. Mon cher ami, les gouvernantes sont des créatures fragiles. Le surmenage, la solitude, la pression de leur position. Il n'est pas rare qu'elles développent des troubles nerveux. Hystérie, délire, hallucination. J'ai déjà rédigé le certificat médical. Tout ce dont nous avons besoin, c'est qu'elles manifestent des signes de détresse lors du dîner de ce soir. Une crise de nerfs en public serait idéale. Demain, elle sera à Bethléem. Et dans une semaine, personne ne se souviendra d'elle. Bethléem, le tristement célèbre hôpital psychiatrique de Londres, surnommé Bedlam par la population. Un endroit dont on ne ressortait presque jamais. Agatha avait senti ses jambes se dérober sous elle. Elle avait dû s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Ils allèrent la faire interner. Ils allaient lui faire la même chose qu'à Eleanor Ashcroft. Et une fois enfermée dans cet asile, elle ne pourrait plus jamais prouver son innocence, plus jamais faire entendre sa voix. Elle était descendue en courant, avait récupéré les quelques économies qu'elle cachait dans sa chambre, avait enfilé une cape et était sortie de la maison par la porte de service. Elle devait fuir, immédiatement. Mais où aller? Elle n'avait ni famille proche, ni amis influents. Dans l'Angleterre victorienne, une gouvernante sans référence, accusée de folie par un médecin respectable, n'avait aucune chance. C'est dans cet état de panique qu'elle avait erré dans les rues de Londres pendant plusieurs heures, réfléchissant frénétiquement. Elle devait trouver des preuves, des documents. Quelque chose qui prouverait ce qui était arrivé à Eleanor Ashcroft, qui exposerait les Pemberton. Mais où chercher? Et puis une idée lui était venue. Les archives de Bethléem. Si Eleanor y avait été internée, il devait y avoir un registre, un dossier d'admission. Si elle pouvait y accéder, si elle pouvait prouver qu'Eleanor avait été enfermée sur ordre des Pemberton et du docteur Harrington sans raison médicale valable, alors peut-être pourrait-elle dénoncer ce qui se tramait avant qu'il ne soit trop tard. C'était désespéré, mais c'était sa seule chance. Elle s'était rendue à Bethléem en fin d'après-midi. L'immense bâtiment de briques rouges se dressait à Southwark, entouré de hauts murs. Elle avait prétendu être une parente d'Eleanor Ashcroft, venue prendre des nouvelles. Le gardien, un homme massif au visage buriné, l'avait regardé avec méfiance. Pas de visite sans autorisation du médecin responsable, avait-il grogné. Agatha avait insisté, supplié, puis finalement offert l'une de ses précieuses pièces. Le gardien avait hésité, puis avait accepté de vérifier si une Eleanor Ashcroft était bien internée. Il était revenu quelques minutes plus tard, le visage fermé. Oui, elle est ici, mais elle ne peut recevoir personne. Ordre du docteur Harrington. Est-elle vraiment malade? Avait demandé Agatha, la voix tremblante. Le gardien avait jeté un regard autour de lui, puis s'était penché vers elle. Écoutez, mademoiselle, je ne devrais pas dire ça, mais cette fille n'a rien d'une folle. Elle est parfaitement lucide. Elle pleure tout le temps, elle supplie qu'on la laisse sortir, elle dit qu'elle a été enfermée contre son gré. Mais qui va croire une internée contre un médecin respecté et une famille aristocratique? Agatha avait senti les larmes lui monter aux yeux. « Merci », avait-elle murmuré. « Merci de me l'avoir dit. » Elle était repartie, le cœur serré. Eleanor était vivante, mais prisonnière, probablement pour toujours. Et Agatha elle-même allait subir le même sort si elle ne trouvait pas un moyen de s'en sortir. C'est en rentrant vers la résidence Pemberton, alors que la nuit tombait, qu'une idée folle lui était venue. Il voulait qu'elle manifeste des signes de folie lors du dîner. Très bien. Elle allait leur donner exactement ce qu'ils attendaient, mais pas comme ils l'espéraient. Agatha était rentrée à la résidence Pemberton peu avant 19 heures. Les domestiques préparaient le dîner. Lady Helena, dans le petit salon, buvait son thé au laudanum habituel. Sir Reginald n'était pas encore rentré de son club. Agatha était montée directement dans sa chambre, s'était changée pour le dîner et avait attendu, le cœur battant, que l'heure fatidique arrive.
À 20 heures précises, on l'avait appelé pour le dîner. C'était inhabituel. Les gouvernantes ne dînaient normalement pas avec la famille, mais ce soir, Lady Helena avait insisté. « Nous sommes en petit comité, Miss Alfred, et après tout le travail que vous avez accompli, il serait malvenu de vous laisser seule dans votre chambre. » C'était un piège, évidemment. Il voulait l'observer, attendre qu'elle commette une erreur, qu'elle dise quelque chose d'incohérent, qu'elle manifeste les signes de troubles nerveux que le docteur Harrington avait déjà documentés dans son faux certificat médical. Agatha s'était assise à table, les mains soigneusement posées sur ses genoux pour qu'on ne voie pas qu'elle tremblait. Le dîner avait commencé dans un silence tendu. Sir Reginald la regardait avec une insistance déplaisante. Lady Helena picotait sa nourriture sans appétit, son regard flottant dans le vague, probablement à cause du laudanum. Le docteur Harrington, invité spécialement pour l'occasion, observait Agatha avec l'attention clinique d'un entomologiste étudiant un insecte rare. Les plats s'étaient succédés, soupe à la tortue, poisson grillé, rôti de bœuf. Agatha avait mangé lentement, mécaniquement, en réfléchissant à son plan. Elle devait être subtile, trop subtile, et il n'aurait aucune raison de l'interner. Trop évidente, et il comprendrait qu'elle simulait. C'est au moment du dessert qu'elle avait commencé. Elle avait porté sa cuillère à sa bouche, puis s'était arrêtée brusquement, fixant le pudding comme s'il contenait quelque chose d'horrifiant. Puis, elle avait reposé la cuillère très lentement, les yeux écarquillés. « Miss Alfred ?» avait demandé Sir Reginald. « Quelque chose ne va pas ?» Agatha n'avait pas répondu immédiatement. Elle continuait à fixer le pudding, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Puis, d'une voix à peine audible, « Elle est là !» Le silence s'était abattu sur la table. « Qui est là ?» avait insisté Sir Reginald, une pointe d'agacement dans la voix. Agatha avait levé les yeux vers lui, et ce qu'il avait vu dans son regard l'avait visiblement déstabilisé. Un vide complet, comme si elle regardait à travers lui. « Eleanor » avait-elle murmuré. « Miss Ashcroft, elle est debout derrière vous. Elle pleure. Elle dit que c'est votre faute. » Lady Helena avait laissé échapper un petit cri étranglé. Sir Reginald s'était redressé brusquement, le visage soudain très pâle. « C'est ridicule, Miss Alfred, reprenez-vous. » Mais Agatha avait continué, la voix monocorde, comme hypnotisée. Elle dit qu'elle a essayé de vous parler, qu'elle a trouvé les lettres dans la bibliothèque, celles que vous cachiez dans le livre de contes, les lettres de la femme de Bristol. Le visage de Sir Reginald était devenu cendreux. Il s'était levé violemment, renversant sa chaise. « Assez, docteur. Harrington, vous voyez bien quel délire. C'est exactement ce dont nous avions parlé. Des hallucinations, des délires paranoïaques. » Mais Lady Helena fixait Agatha avec une expression étrange, mélange de terreur et de fascination. « Comment savez-vous cela ?» avait-elle murmuré. « Personne n'est au courant. Personne sauf... »« Helena, tais-toi !» avait aboyé Sir Reginald. Le docteur Harrington s'était levé, s'approchant d'Agatha avec prudence. « Miss Alfred, m'entendez-vous? Savez-vous où vous êtes ?» Agatha avait tourné son regard vide vers lui. Et là, elle avait pris le plus grand risque de sa vie. Elle avait laissé ses yeux se révulser légèrement, et elle s'était effondrée en avant, la tête heurtant le bord de la table dans un bruit sourd avant de glisser sur le sol. Elle avait entendu les cris, les exclamations, les pas précipités. Mais elle était restée parfaitement immobile, les yeux ouverts, mais fixes, ne clignant pas, respirant à peine. C'était son unique chance. Si elle pouvait maintenir cet état assez longtemps, si elle pouvait les convaincre qu'elle était tombée dans une sorte de catatonie, alors peut-être ne l'enfermerait-il pas immédiatement. Peut-être hésiterait-il, et dans cette hésitation, elle pourrait trouver une issue. Le docteur Harrington s'était penché sur elle, avait pris son pouls, soulevé ses paupières, testé ses réflexes. « Extraordinaire !» avait-il murmuré. « Elle est complètement non réactive. Catalepsie aiguë, je n'ai jamais vu un cas se développer aussi rapidement. Que faisons-nous » avait demandé Sir Reginald, la voix tendue.
Nous ne pouvons pas la laisser ici, il faut l'emmener quelque part où elle pourra être correctement surveillée. À Bethléem. Non, avait répondu le docteur Harrington après une hésitation. Pas encore. Cet état pourrait n'être que temporaire. Si nous l'enfermons trop vite et qu'elle se réveille parfaitement lucide, cela poserait des questions. Non, je suggère de l'emmener au St. Bartholomew's Hospital. C'est un établissement respectable. J'y ai des collègues. Nous dirons qu'elle a eu un malaise, qu'elle nécessite une observation médicale. Et si son état persiste, alors nous aviserons. C'était exactement ce qu'Agatha avait espéré. Un hôpital général, pas un asile. Un endroit où elle aurait peut-être une chance d'être examinée par d'autres médecins, des témoins indépendants. C'était risqué, terriblement risqué, mais c'était mieux que Bethléem. On l'avait transportée dans une voiture jusqu'au St. Bartholomew's Hospital. Pendant tout le trajet, Agatha avait maintenu son immobilité absolue, les yeux ouverts, fixant le plafond du fiacre, ne réagissant ni au chaos de la route, ni aux paroles inquiètes de Lady Helena qui l'accompagnait. C'était une torture. Chaque muscle de son corps hurlait, son besoin de cligner des yeux était presque insupportable, mais elle tenait bon. Sa vie en dépendait. À l'hôpital, on l'avait installée dans une petite chambre du service de neurologie. Le docteur Edmund Hartley, neurologue en chef, avait été appelé en urgence. C'était un homme dans la cinquantaine, au visage intelligent barré d'une épaisse moustache grisonnante. Il avait examiné Agatha avec soin, testant ses réflexes, sa sensibilité, observant longuement ses yeux fixes. « Fascinant », avait-il murmuré. « Absolument fascinant. Elle présente tous les signes d'une conscience éveillée. Les yeux bougent et suivent les stimuli visuels. Voyez, elle suit mon doigt, mais aucune réaction volontaire, aucune communication. C'est comme si son esprit était emprisonné dans un corps qui ne lui obéit plus. » Le docteur Harrington, qui était resté présent, avait toussé discrètement. « J'ai déjà observé des symptômes similaires chez cette patiente. Troubles nerveux, hystérie, hallucinations auditives. Je pense qu'il s'agit d'une manifestation somatique, d'une pathologie psychiatrique sous-jacente. » Mais le docteur Hartley l'avait regardé avec une expression étrange. « Avec tout le respect que je vous dois, collègue, je ne suis pas d'accord. La catalepsie hystérique ne présente pas ce tableau clinique. Regardez ses pupilles, leur réaction à la lumière. Regardez le tonus musculaire. Ce n'est pas de l'hystérie. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'ai encore jamais vu. » C'est à ce moment qu'Agatha avait compris qu'elle avait trouvé un allié potentiel. Le docteur Hartley était un véritable scientifique. Quelqu'un qui observait les faits plutôt que de se laisser guider par les préjugés ou les pressions sociales. Si elle pouvait maintenir son état assez longtemps, s'il pouvait l'étudier et documenter son cas, alors peut-être y aurait-il une chance qu'il découvre la vérité. Les jours avaient passé, puis les semaines. Agatha était restée dans son état de semi-conscience, consciente de tout mais incapable, ou plutôt refusant, de montrer le moindre signe de réaction volontaire. C'était un enfer de discipline personnelle. Chaque jour, chaque heure, elle devait lutter contre l'envie de parler, de cligner des yeux normalement, de réagir. On la nourrissait à la cuillère comme un bébé. On la lavait, on changeait ses vêtements. L'humiliation était totale, mais elle tenait bon. Le docteur Hartley venait la voir 2 fois par jour. Il parlait en sa présence, expliquant à ses assistants les particularités du cas. Voyez comment ses yeux suivent les mouvements, comment elle semble reconnaître les visages familiers. Il y a quelqu'un à l'intérieur, j'en suis convaincu. Mais quelque chose l'empêche de s'exprimer, une sorte de blocage neurologique ou psychologique, je ne sais pas encore. Sir Reginald et Lady Helena venaient également, mais moins fréquemment. Leur visite était brève, tendue. Agatha pouvait lire l'inquiétude sur leur visage. Ils n'avaient pas prévu que les choses se passeraient ainsi. Ils avaient voulu la faire interner discrètement, et maintenant elle était devenue un cas médical fascinant qui attirait l'attention de tout le corps médical londonien. Le docteur Harrington, lui, venait presque chaque jour.
Il insistait pour que le docteur Hartley transfère Agatha dans un établissement psychiatrique spécialisé. Elle ne va pas s'améliorer ici. Elle a besoin de soins adaptés à sa condition. Mais le docteur Hartley résistait. Elle reste sous mon observation. C'est un cas neurologique, pas psychiatrique. Du moins, jusqu'à ce que je prouve le contraire. La tension entre les deux médecins était palpable. Agatha l'avait senti grandir au fil des semaines. Le docteur Hartley était scientifiquement curieux, obsédé par ce cas qui défiait toutes les classifications connues. Le docteur Harrington, lui, voulait simplement que l'affaire soit close, qu'Agatha disparaisse dans les méandres du système asilaire victorien. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. Un jeune assistant du docteur Hartley, un certain Mr. Thomas Bellamy, fraîchement diplômé et débordant d'enthousiasme, avait commencé à s'intéresser de près au cas d'Agatha. Il passait des heures à son chevet, observant, prenant des notes, testant ses réactions à différents stimuli. Et contrairement aux autres, il lui parlait. Pas comme à une curiosité médicale, mais comme à une personne. « Miss Alfred », disait-il doucement lors de ses visites nocturnes, quand le service était calme. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais au cas où, je veux que vous sachiez que je crois qu'il y a quelqu'un derrière ses yeux. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas ou ne voulez pas communiquer, mais je veux vous aider. » Un soir, alors qu'il était seul avec elle, Monsieur Bellamy avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait sorti de sa poche la lettre inachevée d'Eleanor Ashcroft, celle qu'Agatha avait trouvée dans le secrétaire de la salle d'études. « J'ai trouvé ceci dans votre chambre chez les Pemberton. La gouvernante m'a laissé fouiller vos affaires, il cherchait de votre journal intime, mais j'ai trouvé cette lettre à la place. Miss Alfred, si vous pouvez m'entendre, je veux que vous sachiez que je vais enquêter sur Eleanor Ashcroft. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. » Agatha avait failli rompre son immobilité à ce moment-là. Elle avait senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle les avait retenues de justesse. Elle ne pouvait pas craquer maintenant. Pas encore. Les semaines s'étaient écoulées dans une routine monotone et épuisante. Agatha continuait à maintenir son état catatonique avec une discipline de fer, tandis qu'autour d'elle, le docteur Hartley documentait minutieusement chaque détail de son cas. Il avait commencé à présenter son cas lors de conférences médicales, transformant Agatha en une célébrité involontaire dans les cercles neurologiques londoniens. Des médecins venaient de tout le pays pour l'observer, proposer leurs théories, débattre des causes possibles de son état. C'était exactement ce que le docteur Harrington et les Pemberton avaient voulu éviter. Plus le cas attirait l'attention, plus il devenait difficile de faire disparaître Agatha discrètement. Le docteur Harrington avait redoublé d'efforts pour convaincre le docteur Hartley de transférer la patiente, mais ce dernier était devenu obsédé par son cas et refusait catégoriquement. Pendant ce temps, Mr. Bellamy menait sa propre enquête. Il avait commencé par des recherches discrètes sur Eleanor Ashcroft. Il avait découvert qu'elle avait bien été internée à Bethlehem Hospital sur ordre du docteur Harrington, avec un diagnostic d'hystérie aiguë et de délire paranoïaque. Mais quand il avait tenté d'obtenir plus d'informations, de consulter son dossier médical, il s'était heurté à des obstacles bureaucratiques insurmontables. Le dossier était classé confidentiel, accessible uniquement aux médecins traitants et à la famille. Or, Eleanor n'avait plus de famille à Londres et le docteur Harrington refusait tout accès. Frustré, Mr. Bellamy avait pris une initiative audacieuse. Il s'était rendu à Bethlehem sous prétexte d'une étude comparative sur les cas d'hystérie et avait réussi à corrompre un infirmier pour obtenir quelques minutes seul avec Eleanor. Ce qu'il avait découvert l'avait profondément troublé. Eleanor Ashcroft, loin d'être la patiente démente décrite dans son dossier, s'était révélée parfaitement lucide et cohérente. Certes, 6 mois d'internement dans un asile victorien l'avaient marquée. Elle était pâle, amaigrie. Ses yeux portaient l'empreinte de la terreur quotidienne, mais son esprit était intact. Elle avait raconté à M. Bellamy une histoire qui recoupait exactement ce qu'Agatha avait laissé entendre lors de son délire au dîner. « J'ai trouvé des lettres »,
avait-elle dit d'une voix tremblante. Dans la bibliothèque de Sir Reginald. Je cherchais un livre pour Charlotte et j'ai fait tomber un registre de comptes. Des lettres en sont tombées. Des lettres d'une femme nommée Catherine Sutherland de Bristol. Des lettres d'amour, mais ce n'était pas le plus grave. Il y avait aussi des documents, des contrats, des sommes d'argent mentionnées. Cette femme avait eu un enfant. L'enfant de Sir Reginald. Et il lui versait une pension mensuelle considérable pour qu'elle garde le silence. Monsieur Bellamy avait écouté, fasciné et horrifié. Et que s'est-il passé ensuite? J'aurais dû détruire ces lettres et faire comme si je n'avais rien vu. Mais j'étais jeune, naïve. J'ai cru que Lady Helena devait savoir, que c'était mon devoir moral de l'informer. Alors je lui ai parlé. Je lui ai montré les lettres. Éléonore avait fermé les yeux, les larmes coulant sur ses joues creuses. Elle est devenue comme folle. Elle a hurlé que j'étais une menteuse, une intrigante qui cherchait à détruire sa famille. Elle a appelé son mari. Ils m'ont enfermé dans ma chambre. Le lendemain, le docteur Harrington est venu. Il m'a fait boire quelque chose, un sirop qui m'a rendue confuse, désorientée. Puis il a dit que je souffrais de délire, que je n'étais plus en état de travailler. 2 jours plus tard, j'étais ici, et je n'en suis jamais ressorti. Mais pourquoi? Avait demandé Monsieur Bellamy. Pourquoi un tel acharnement? Ce n'est qu'une liaison adultère, certes scandaleuse, mais pas criminelle. Éléonore avait secoué la tête. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas juste une question de réputation. Lady Helena est la fille unique du duc de Waverley. Sans héritier mâle, toute la fortune familiale lui revient. Mais selon les termes du testament de son père, si son mariage est dissous pour cause d'adultère prouvé, elle perd tout. Absolument tout. Les Pemberton vivent au-dessus de leurs moyens depuis des années, les affaires de Sir Reginald périclitent. Sans l'argent des Cavendish, ils sont ruinés. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se permettre que ce scandale éclate. Et voilà pourquoi ils sont prêts à enfermer quiconque menace de révéler la vérité. Monsieur Bellamy était ressorti de Bethléem, profondément ébranlé. Il avait désormais la conviction qu'Agatha disait la vérité, que son délire lors du dîner n'en était pas un, qu'elle avait découvert le même secret qu'Éléonore et avait compris qu'elle courait le même danger. Mais comment le prouver? Et surtout, comment aider Agatha à sortir de l'état dans lequel elle s'était enfermée? Il avait commencé à lui parler plus ouvertement lors de ses visites nocturnes, lui racontant ce qu'il avait découvert, espérant qu'elle l'entendait, qu'elle comprenait qu'elle n'était pas seule. « Miss Alfred, je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'entendez. J'ai parlé à Miss Ashcroft. Je connais la vérité. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous me fassiez comprendre comment vous prouvez que vous êtes consciente, que votre état n'est pas médical mais protecteur. » Agatha, dans son immobilité forcée, avait ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Soulagement parce que quelqu'un connaissait enfin la vérité. Terreur parce que si M. Bellamy continuait son enquête, il mettrait sa propre vie en danger. Et effectivement, les choses avaient commencé à dégénérer. Une nuit, M. Bellamy avait été attaqué dans une ruelle près de l'hôpital. 3 hommes masqués l'avaient roué de coups, l'avertissant de cesser de fouiner dans des affaires qui ne le concernaient pas. Il avait survécu, mais le message était clair. Les Pemberton savaient qu'il enquêtait, et ils ne reculeraient devant rien pour protéger leur secret. Le docteur Hartley, informé de l'agression, avait également commencé à avoir des soupçons. Il avait remarqué l'insistance du docteur Harrington pour faire transférer Agatha, les visites fréquentes et étendues des Pemberton, les questions insistantes sur son état et ses chances de récupération. Un soir, il avait convoqué M. Bellamy dans son bureau et lui avait dit simplement « Racontez-moi tout ce que vous savez ». M. Bellamy avait hésité, puis avait tout révélé. L'histoire d'Eleanor Ashcroft, les lettres découvertes, l'enfant illégitime, les enjeux financiers, l'internement abusif, et sa conviction qu'Agatha Alfred jouait un jeu dangereux en simulant son état catatonique pour échapper au même sort. Le docteur Hartley avait écouté en silence, le visage de plus en plus grave. Quand Monsieur Bellamy avait terminé,
Il était resté longtemps sans parler, regardant par la fenêtre la nuit londonienne. Puis il avait dit « Si ce que vous me dites est vrai, et je commence à croire que ça l'est, alors nous sommes face à un dilemme moral terrible. D'un côté, nous avons une patiente qui simule peut-être une maladie neurologique, ce qui est contraire à toute éthique médicale. De l'autre, si nous révélons qu'elle simule, nous la condamnons à être internée dans un asile pour le reste de ses jours. Que faisons-nous? Nous trouvons des preuves, avait répondu M. Bellamy avec détermination. Nous prouvons que les Pemberton et le docteur Harrington ont conspiré pour faire interner Eleanor Ashcroft illégalement. Et nous utilisons ces preuves pour protéger Miss Alfred. Et comment comptez-vous obtenir ces preuves? Vous n'avez accès ni aux archives de Bethlehem, ni aux documents personnels des Pemberton. M. Bellamy avait souri, un sourire sans joie. Non, mais Miss Alfred y a eu accès, et je suis prêt à parier qu'elle a caché quelque chose quelque part avant de s'effondrer ce soir-là. Ils avaient élaboré un plan audacieux. Messieurs, Bellamy retournerait chez les Pemberton sous prétexte de récupérer des effets personnels d'Agatha dont elle pourrait avoir besoin pour son confort à l'hôpital. Une fois sur place, il fouillerait discrètement pour trouver ce qu'Agatha aurait pu cacher. C'était risqué, mais c'était leur seule chance. Messieurs, Bellamy s'était présenté chez les Pemberton un mardi après-midi, portant une lettre officielle du docteur Hartley autorisant la récupération des faits personnels de la patiente. Lady Helena l'avait reçue dans le petit salon, le visage fermé, les mains tremblantes serrant un mouchoir de dentelle. Elle avait beaucoup vieilli en quelques semaines. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées. Sa peau avait pris une teinte cireuse malsaine. Je ne vois pas en quoi des vêtements ou des livres pourraient améliorer l'état de Miss Alfred, avait-elle dit d'une voix tendue. Elle ne réagit à rien, n'est-ce pas? Précisément, madame, mais le docteur Hartley pense que l'exposition à des objets familiers pourrait stimuler une réaction, aussi minime soit-elle. C'est une approche expérimentale que nous testons. Lady Helena avait hésité, puis avait fini par accepter. Très bien. Mr. Graves vous accompagnera jusqu'à sa chambre. Mais faites vite, je vous prie, cette affaire nous a tous beaucoup éprouvés. Messieurs, Bellamy était monté au 3e étage, escorté par le majordome au regard méfiant. La chambre d'Agatha était petite mais propre, exactement comme elle l'avait laissée le soir de son effondrement. Pendant que Mr. Graves attendait dans le couloir, surveillant chaque mouvement, M. Bellamy avait commencé à rassembler quelques vêtements, un châle, des livres. Mais discrètement, il fouillait, cherchait. Sous le matelas, non. Dans l'armoire, non. Derrière le cadre du miroir, non. Il commençait à désespérer quand son regard était tombé sur le petit secrétaire près de la fenêtre. Il l'avait déjà fouillé lors de sa première visite, quand il avait trouvé la lettre d'Eleanor. Mais cette fois, il l'avait examinée plus attentivement. Et là, il avait remarqué quelque chose. L'un des tiroirs semblait plus court que les autres. Faux fond. Avec des gestes rapides, feignant de chercher du papier à lettres, il avait pressé les coins du tiroir. Un petit panneau de bois avait cédé, révélant une cavité cachée. À l'intérieur, un paquet de lettres soigneusement pliées et un cahier. Le cœur battant, messieurs. Bellamy avait glissé le tout dans la poche intérieure de sa veste, puis avait refermé le tiroir. « J'ai trouvé ce dont j'avais besoin, Mr. Graves », avait-il annoncé d'une voix qu'il espérait normale. Le majordome l'avait escorté jusqu'à la porte d'entrée sans un mot, son visage de pierre ne trahissant aucune émotion. Mais au moment où, messieurs, Bellamy franchissait le seuil, Mr. Graves avait dit, d'une voix basse et urgente, « Jeune homme, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais soyez prudent. Cette maison a déjà détruit une vie, ne laissez pas la vôtre être la prochaine. » Monsieur Bellamy s'était retourné, stupéfait, mais le majordome avait déjà refermé la porte. De retour à l'hôpital, il avait examiné sa trouvaille avec le docteur Hartley. Les lettres étaient bien celles de Catherine Sutherland, la maîtresse de Sir Reginald. Elles remontaient à 1842 et détaillaient non seulement leur liaison, mais aussi la naissance d'un fils en 1843.
et les arrangements financiers conclus pour garantir le silence de Catherine. Mais le cahier était encore plus accablant. C'était le journal personnel d'Agatha, rédigé dans un mélange d'anglais et de français, avec un système de code simple pour les noms propres. Elle y documentait tout ce qu'elle avait observé et découvert depuis son arrivée chez les Pemberton. Les comportements étranges de Lady Helena, sa dépendance croissante au laudanum, les visites suspectes du docteur Harrington, les fragments de conversations entendues et surtout sa découverte des lettres de Catherine Sutherland et sa conviction que Eleanor Ashcroft avait été internée illégalement pour avoir découvert le même secret. Mais le plus troublant se trouvait dans les dernières pages du cahier, rédigé manifestement la veille de son effondrement. Agatha y décrivait sa visite à Bethléem, sa conversation avec le gardien et une théorie terrifiante qu'elle avait développée. Et si Eleanor Ashcroft n'était pas la première? Et si d'autres personnes, domestiques ou employés ayant découvert les secrets de la famille, avaient mystérieusement disparu ou été internées au fil des années? Elle mentionnait avoir trouvé dans les archives de la maison qu'elle avait consultées sous prétexte de rechercher de vieux manuels d'éducation pour les enfants, les traces de 3 autres gouvernantes ou préceptrices au cours des 10 dernières années. Toutes étaient reparties brusquement, officiellement pour raison de santé ou obligation familiale. Agatha avait tenté de les retrouver, écrivant à leurs dernières adresses connues. Une seule lettre lui était revenue, celle adressée à une certaine Miss Harriet Longford. L'enveloppe portait un tampon de Colney Hatch Lunatic Asylum, un autre asile du nord de Londres, et à l'intérieur, un mot griffonné d'une écriture tremblante. « N'y retournez jamais, fuyez pendant qu'il en est encore temps. » Le docteur Hartley avait reposé le cahier, le visage livide. « Mon Dieu, si tout ceci est vrai, nous ne parlons pas d'un simple scandale conjugal. Nous parlons d'un système organisé pour faire taire les témoins gênants en les faisant passer pour folles. Combien de femmes ont-elles été détruites ainsi? Et ce qui est encore plus terrible, avait ajouté Monsieur Bellamy, c'est que tout cela est parfaitement légal. Une femme peut être internée sur simple signature d'un médecin et d'un membre de sa famille ou de son employeur. Aucun procès, aucune défense, aucun recours. Le système lui-même est l'arme. Ils avaient passé la nuit à élaborer une stratégie. Ils ne pouvaient pas simplement rendre publiques ces découvertes. Sir Reginald était trop puissant, trop bien connecté. Il nierait tout, détruirait les preuves et accuserait Agatha et ceux qui la défendaient de complots malveillants. Ils avaient besoin de quelque chose de plus solide. Ils avaient besoin d'un témoignage direct, indiscutable. Ils avaient besoin qu'Agatha parle. Le lendemain soir, après avoir attendu que le service soit calme et que la plupart du personnel soit parti, le docteur Hartley et Mr. Bellamy s'étaient rendus dans la chambre d'Agatha. Ils avaient fermé la porte à clé et avaient tiré les rideaux. Puis, le docteur Hartley s'était assis au bord du lit et avait pris la main d'Agatha dans la sienne. « Miss Alfred » avait-il dit doucement, « je sais que vous m'entendez, je sais que vous êtes consciente. Nous avons trouvé votre journal, nous avons trouvé les lettres, nous connaissons toute l'histoire. Eleanor Ashcroft, Catherine Sutherland, les autres gouvernantes. Nous savons ce que vous avez découvert et pourquoi vous avez choisi de vous enfermer dans cet état. C'était brillant, vraiment. Mais maintenant, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous témoigniez, sans votre voix, sans votre récit direct de ce que vous avez vu et entendu. Les preuves que nous avons ne suffiront pas. » Agatha n'avait pas bougé. Ses yeux continuaient à fixer le plafond, vide, immobile. « Je comprends votre peur », avait continué le docteur Hartley. « Et elle est légitime. Le moment où vous sortirez de cet état, vous redeviendrez vulnérable. Les Pemberton chercheront à vous faire interner. Le docteur Harrington signera tous les papiers nécessaires. Mais nous avons un plan. Mr. Bellamy et moi avons contacté un avocat, un homme intègre qui accepte de prendre votre défense. Nous avons également contacté un journaliste du Times, quelqu'un de respectable qui accepte de publier l'histoire si nous lui fournissons des preuves suffisantes. Mais tout repose sur vous, sur votre capacité à témoigner. » Le silence s'était prolongé.
Puis, si lentement que c'était presque imperceptible, une larme avait glissé du coin de l'œil d'Agatha, traçant un sillon humide sur sa tempe. « Elle pleure », avait murmuré M. Bellamy. « Elle nous entend. » Le docteur Hartley avait serré doucement la main d'Agatha. « Je sais que maintenir cet état pendant 6 semaines a dû être un supplice. Je sais que vous avez peur. Mais vous ne pouvez pas rester ainsi indéfiniment. Tôt ou tard, votre corps cédera ou quelqu'un comprendra que vous simulez et à ce moment-là, vous n'aurez plus aucune protection. Nous vous offrons une chance, une seule. Mais il faut agir maintenant. » Il y avait eu un long moment suspendu, où le temps semblait s'être arrêté. Puis, presque imperceptiblement, les doigts d'Agatha avaient bougé dans la main du docteur Hartley. Une pression minuscule mais indéniable. « Encore une fois, si vous acceptez de nous faire confiance, » avait dit le médecin, la voix tremblante d'émotion. Une nouvelle pression, plus ferme cette fois. Monsieur Bellamy avait étouffé un sanglot de soulagement. « Elle accepte, mon Dieu, elle accepte. » Mais le docteur Hartley était resté prudent. « Miss Alfred, écoutez-moi attentivement. Nous ne pouvons pas vous réveiller ici. Pas maintenant. Les infirmières de nuit pourraient vous entendre et le docteur Harrington sera informé dans l'heure. Voici ce que nous allons faire. Dans 3 jours, vendredi, je vais organiser une conférence médicale spéciale sur votre cas. J'inviterai une trentaine de médecins, des neurologues, des aliénistes, des spécialistes. Le docteur Harrington sera présent, bien sûr. Les Pemberton aussi probablement. Ce sera une démonstration clinique devant témoins. Et c'est à ce moment-là, devant tous ces témoins respectables, que vous vous réveillerez. Vous raconterez votre histoire. Avec toutes ces personnes présentes, y compris des médecins indépendants, il sera impossible de vous faire interner sans que des questions soient posées. Comprenez-vous? Une pression. Oui. Cela signifie que vous devez tenir encore 3 jours, 3 jours dans cet état. Pouvez-vous le faire? Une pression plus hésitante. Puis, une seconde, plus ferme. Oui, bien, nous allons tout préparer. L'avocat sera présent, le journaliste également, discrètement. Et nous aurons les documents, les lettres, votre journal. Tout sera prêt. Tenez bon, Miss Alfred. Encore 3 jours. Les 3 jours suivants avaient été les plus longs de la vie d'Agatha. Maintenant qu'elle savait que la fin approchait, maintenant qu'elle avait communiqué avec quelqu'un, il était devenu presque insupportable de maintenir son immobilité. Chaque muscle de son corps protestait. Ses yeux la brûlaient. Sa gorge était sèche en permanence. Mais elle tenait bon, s'accrochant à l'espoir que dans quelques jours, ce cauchemar prendrait fin. Pendant ce temps, le docteur Hartley et Mr. Bellamy avaient travaillé sans relâche. Ils avaient organisé la conférence, envoyé les invitations, contacté l'avocat et le journaliste. Ils avaient également pris une précaution supplémentaire. Ils avaient fait des copies de tous les documents trouvés dans la chambre d'Agatha et les avaient confiés à différentes personnes de confiance, avec pour instruction de les rendre publics si quelque chose leur arrivait ou si Agatha disparaissait mystérieusement. Le docteur Harrington, informé de la conférence prévue, avait immédiatement protesté. « C'est de la mise en scène médicale, pas de la science. Vous transformez cette pauvre fille en spectacle. » Mais le docteur Hartley avait tenu bon. Au contraire, c'est une opportunité unique d'étudier un cas exceptionnel devant nos pairs. Vous seriez le bienvenu pour présenter vos propres observations et votre diagnostic. Sir Reginald et Lady Helena, alertés par le docteur Harrington, avaient également tenté d'intervenir. Sir Reginald avait rendu visite au docteur Hartley, prétextant une inquiétude paternelle pour la gouvernante de ses enfants. « Docteur, ne pensez-vous pas que toute cette agitation médicale pourrait être néfaste pour Miss Alfred? Peut-être serait-il préférable de la transférer dans un environnement plus calme ?» Mais le docteur Hartley, désormais pleinement conscient du danger que représentèrent les Pemberton, avait poliment mais fermement refusé. « Sir Reginald, je comprends votre préoccupation, mais Miss Alfred reste sous ma responsabilité médicale. Et je crois que cette conférence pourrait justement nous apporter les réponses que nous cherchons depuis des semaines. » Le vendredi était finalement arrivé.
L'amphithéâtre de St. Bartholomew's Hospital, une salle circulaire au gradin de bois, où se déroulaient habituellement les dissections anatomiques, avait été préparé pour accueillir la conférence. Une trentaine de médecins étaient présents, ainsi que quelques étudiants en médecine privilégiés. Au premier rang, le docteur Harrington, le visage fermé. 2 rangs derrière, Sir Reginald et Lady Helena, cette dernière particulièrement pâle, serrant nerveusement un flacon de laudanum dans sa main gantée. Dans un coin discret, un homme en costume sobre prenait des notes. Le journaliste du Times. À côté de lui, un autre homme, plus âgé, au regard perçant. L'avocat. Agatha avait été installée sur un lit médical au centre de l'amphithéâtre, exposée au regard de tous ces hommes en redingote noire qui la dévisageaient avec la curiosité détachée de scientifiques observant un spécimen rare. Elle avait maintenu son regard vide, ses yeux ouverts mais sans vie, tandis que le docteur Hartley commençait sa présentation. « Messieurs, je vous remercie d'être venus aujourd'hui assister à cette démonstration clinique d'un cas tout à fait extraordinaire. Miss Agatha Alfred, 23 ans, gouvernante de profession, a été admise dans ce service il y a 6 semaines après avoir subi ce qui semble être un effondrement neurologique complet lors d'un dîner. Depuis lors, elle présente un tableau clinique que je n'ai jamais rencontré dans ma carrière. Un état de conscience apparemment préservé, comme en témoigne le fait que ses yeux suivent les stimuli visuels et qu'elle présente des réactions végétatives normales, mais une absence totale de communication volontaire, de mouvements dirigés ou de réponse aux stimuli verbaux. Il avait continué, décrivant en détail tous les tests effectués, les théories explorées, les diagnostics envisagés et écartés. Puis il avait invité plusieurs collègues à examiner Agatha directement. Il s'était succédé, testant ses réflexes, observant ses pupilles, parlant près de son visage, essayant de provoquer une réaction. Rien. Le docteur Harrington avait alors pris la parole. Avec tout le respect que je dois à mon éminent collègue, je maintiens que nous sommes face à un cas d'hystérie sévère compliqué de catalepsie psychogène. Cette patiente présentait des signes de fragilité nerveuse bien avant son effondrement. J'ai eu l'occasion de l'examiner à plusieurs reprises chez son employeur Sir Reginald Pemberton, ici présent, et j'avais noté des symptômes inquiétants. Anxiété, comportement obsessionnel, tendance aux hallucinations. Son effondrement n'est que l'aboutissement logique d'une pathologie psychiatrique sous-jacente. Je recommande son transfert immédiat dans une institution spécialisée. Un murmure avait parcouru l'assemblée. Plusieurs médecins semblaient d'accord avec ce diagnostic. L'hystérie féminine était un diagnostic fourre-tout commode à l'époque victorienne, expliquant tout comportement féminin jugé anormal ou inconvenant. C'est alors que le docteur Hartley avait joué sa carte maîtresse. Messieurs, j'apprécie l'expertise de mon collègue. Cependant, j'aimerais soumettre à votre attention certains éléments contextuels qui pourraient éclairer ce cas sous un jour différent. Il avait fait signe à M. Bellamy, qui avait apporté une boîte contenant le journal d'Agatha, les lettres et les documents rassemblés. Avant son effondrement, Miss Alfred documentait méticuleusement ses observations concernant la maison où elle travaillait. Elle avait découvert des informations troublantes, et elle avait des raisons de croire que sa prédécesseur, Miss Eleanor Ashcroft, avait été internée abusivement pour avoir découvert ces mêmes informations. Sir Reginald s'était levé brusquement. « C'est scandaleux. Docteur, vous n'avez aucun droit de fouiller dans les affaires privées de mon employé, et encore moins de les exposer publiquement. » Au contraire, Sir Reginald, avait répondu calmement le docteur Hartley. En tant que médecin responsable de cette patiente, j'ai le devoir d'explorer toutes les causes possibles de son état, y compris les facteurs psychologiques et environnementaux. Et ce que j'ai découvert suggère que Miss Alfred ne souffre peut-être pas d'hystérie, mais d'un mécanisme de défense psychologique extrême face à une menace réelle. Le silence s'était abattu sur l'amphithéâtre. Tous les regards étaient fixés sur le docteur Hartley, qui tenait maintenant le journal d'Agatha ouvert dans ses mains. « Messieurs, je vais vous lire quelques passages de ce journal. Jugez par vous-même. » Le docteur Hartley avait commencé à lire des extraits choisis du journal d'Agatha.
sa voix claire et ferme résonnant dans l'amphithéâtre silencieux. Il avait décrit la découverte des lettres, les soupçons concernant Eleanor Ashcroft, la visite à Bethlehem, la conversation entendue entre Sir Reginald et le docteur Harrington le jour précédant le dîner fatidique. À mesure qu'il lisait, le visage de Sir Reginald devenait de plus en plus rouge, celui du docteur Harrington de plus en plus pâle. Lady Helena avait porté son flacon de laudanum à ses lèvres et l'avait vidé d'un trait. « Ce sont des fantasmes d'une femme dérangée », avait hurlé Sir Reginald. « Des délires paranoïaques. Elle a inventé tout cela. »« Vraiment ?» avait répliqué le docteur Hartley. « Alors comment expliquez-vous ceci ?» Il avait brandi les lettres de Catherine Sutherland. Ces lettres ont été trouvées dans la chambre de Miss Alfred. Elles correspondent exactement à ce qu'elle décrit dans son journal. Lettre d'une certaine Catherine Sutherland de Bristol, détaillant une liaison avec vous, Sir Reginald, et la naissance d'un enfant illégitime en 1843. Un murmure choqué avait parcouru l'assemblée. Plusieurs médecins s'étaient levés pour mieux voir les documents que le docteur Hartley exhibait. Ces lettres sont des faux, des forgeries. Le visage de Sir Reginald était maintenant cramoisi, ses mains tremblaient de rage. Cette femme, cette gouvernante intrigante, a fabriqué ces documents pour me faire chanter. C'est pour cela qu'elle a simulé cet état, pour échapper aux conséquences de son crime. Intéressant que vous parliez de simulation, était intervenu le docteur Hartley, car justement, j'en viens à ma conclusion. Messieurs, je crois que Miss Alfred n'est pas hystérique, je crois qu'elle n'est pas catatonique. Je crois qu'elle est parfaitement consciente et qu'elle a choisi, consciemment ou inconsciemment, de s'enfermer dans cet état pour se protéger d'une menace réelle. C'est absurde, avait crié le docteur Harrington. Aucun être humain ne peut maintenir un tel état par simple volonté. C'est médicalement impossible. Est-ce vraiment impossible ? Le docteur Hartley s'était tourné vers l'assemblée. Nous connaissons tous des cas de mystiques qui entrent en état de transe profonde. Des fakirs indiens qui contrôlent leur corps de manière extraordinaire. Des patients souffrant de traumatismes extrêmes qui se dissocient complètement de la réalité. Le cerveau humain est capable de choses remarquables quand la survie est en jeu. Et Miss Alfred, si elle croyait réellement que sa vie était en danger, aurait pu développer ce mécanisme de défense ultime. Il s'était alors tourné vers Agatha, toujours immobile sur son lit. « Miss Alfred, si vous m'entendez, si vous êtes vraiment consciente, je vous demande maintenant, devant tous ces témoins respectables, de nous le montrer. Vous êtes en sécurité. Sir Reginald ne peut rien vous faire ici, devant 30 médecins, un avocat et un journaliste. Parlez-nous, racontez-nous ce qui s'est réellement passé. » Le silence était devenu absolu. Tous les yeux étaient fixés sur Agatha. Les secondes s'écoulaient, insupportablement longues. Rien ne se passait. Sir Reginald avait laissé échapper un rire nerveux. « Vous voyez ? Vous voyez ? Elle ne peut pas parler parce qu'elle est réellement folle. Tout ceci n'est qu'une mascarade. » Mais alors, si lentement que beaucoup crurent d'abord à une illusion, les paupières d'Agatha avaient cligné. Une fois. 2 fois, normalement. Un murmure stupéfait avait parcouru l'amphithéâtre. Puis sa main droite avait bougé, ses doigts s'étaient refermés sur le drap qui la couvrait. Sa bouche s'était entr'ouverte, et d'une voix rauque, éraillée par 6 semaines de silence, elle avait prononcé ses premiers mots. « Je peux vous entendre. Je vous ai toujours entendu. » L'amphithéâtre avait explosé en exclamations. Certains médecins s'étaient élevés d'un bond, d'autres s'étaient précipités vers le lit pour examiner Agatha de plus près. Le docteur Hartley avait levé les mains pour réclamer le silence. « S'il vous plaît, messieurs, laissez-la parler. » Agatha s'était lentement redressée, aidée par M. Bellamy. Son corps était faible après 6 semaines d'immobilité. Ses muscles protestaient, mais son esprit était parfaitement clair. Elle avait regardé autour d'elle, observant tous ces visages tournés vers elle, puis son regard s'était posé sur Sir Reginald et le docteur Harrington. « Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé, » avait-elle dit.
sa voix devenant plus forte à chaque mot, depuis le début, et elle avait raconté tout. Son arrivée chez les Pemberton, les comportements étranges qu'elle avait observés, la conversation avec Charlotte concernant Eleanor Ashcroft, sa propre découverte des lettres, sa visite à Bethlehem, la conversation qu'elle avait surprise entre Sir Reginald et le docteur Harrington planifiant son internement, et finalement sa décision désespérée de simuler un état catatonique pour échapper au même sort qu'Eleanor. Je savais que si je m'effondrais complètement, si je devenais un cas médical fascinant plutôt qu'une simple gouvernante gênante, j'aurais peut-être une chance de survivre assez longtemps pour que quelqu'un découvre la vérité. Je savais que le docteur Hartley était un homme de science, pas un homme à la solde des puissants. J'ai parié ma vie sur cette conviction, et j'ai tenu 6 semaines dans cet état, consciente de chaque instant, de chaque parole prononcée autour de moi, attendant, espérant que quelqu'un finirait par comprendre. Quand elle eut terminé, le silence était retombé. Mais cette fois, ce n'était plus un silence de curiosité médicale. C'était un silence horrifié, chargé de questions terribles et d'implications scandaleuses. Le journaliste du Times griffonnait frénétiquement dans son carnet. L'avocat prenait des notes méthodiquement. Les médecins présents échangeaient des regards consternés. Finalement, l'un d'eux, un aliéniste réputé du nom de Dr. William Chambers, avait pris la parole. « Sir Reginald, Dr. Harrington, j'aimerais que vous répondiez à une question simple. Est-il vrai qu'une ancienne gouvernante de la famille Pemberton, une certaine Eleanor Ashcroft, a été internée à Bethlehem Hospital il y a 6 mois sur votre ordonnance ?» Le Dr. Harrington avait hésité, puis avait fini par répondre. « Oui, c'est exact. Miss Ashcroft souffrait de troubles mentaux sévères. Son internement était médicalement justifié. Et quels étaient précisément ces troubles ? Délire paranoïaque, hallucinations, comportement erratique. Je vois. Et auriez-vous l'obligeance de nous présenter votre dossier médical sur cette patiente ? Les notes détaillant l'évolution de ses symptômes, les observations cliniques qui ont justifié un diagnostic si grave. Le docteur Harrington était devenu livide. Ces dossiers sont confidentiels. Le secret médical protège le patient, pas le médecin, avait rétorqué sèchement le docteur Chambers. Et dans le contexte des accusations qui viennent d'être formulées, je pense que nous avons tous le devoir professionnel d'examiner ces dossiers. À moins que vous n'ayez quelque chose à cacher. Sir Reginald s'était levé brusquement. Nous n'avons pas à nous soumettre à cet interrogatoire. C'est une atteinte à notre réputation, basée uniquement sur les divagations d'une gouvernante manifestement déséquilibrée. Venez, Helena, nous partons. Mais Lady Helena n'avait pas bougé. Elle était assise, le regard perdu dans le vide, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis, d'une voix brisée, elle avait murmuré « C'est vrai, tout est vrai. » « Helena, tais-toi » avait sifflé Sir Reginald. Mais Lady Helena avait continué, comme si elle ne l'entendait plus, comme si quelque chose en elle s'était finalement brisé après des années de tension. Eleanor a trouvé les lettres. Elle est venue me voir. Elle me les a montrées. Elle pensait bien faire, pensait que j'avais le droit de savoir. Mais elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que si le scandale éclatait, je perdrais tout. Mon héritage, ma position, mes enfants. Selon les termes du testament de mon père, si mon mariage est dissous pour cause d'adultère prouvé, je suis déshérité. Complètement. Et Reginald ne pouvait pas se le permettre. Ses affaires périclitent depuis des années. Sans mon argent, nous sommes ruinés. Helena, pour l'amour de Dieu, reprends-toi. Sir Reginald avait tenté de la faire taire, mais elle le repoussait, hystérique maintenant, les mots se déversant en un flot incontrôlable. Alors Reginald a appelé le docteur Harrington. Il lui a dit qu'Eleanor était devenue dangereuse, qu'elle proférait des mensonges, qu'elle devait être internée pour son propre bien. Et le docteur Harrington a signé les papiers, juste comme ça, sans véritable examen, parce que Reginald paie ses dettes de jeu, parce qu'il a des secrets sur lui aussi. Et quand Miss Alfred a commencé à poser des questions,
Quand j'ai compris qu'elle fouillait, qu'elle en savait trop, ils voulaient faire la même chose. Ils ont tout planifié. Le dîner, l'effondrement qu'ils espéraient de provoquer, le certificat médical déjà préparé. Elle s'était effondrée en sanglots. L'amphithéâtre était figé dans un silence de plomb. Sir Reginald, réalisant que tout était perdu, avait tenté une dernière fois de sauver les apparences. « Ma femme n'est pas bien, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Le laudanum, elle en prend beaucoup trop, cela affecte son jugement. »« Assez », avait coupé le docteur Chambers en se levant. « Sir Reginald Pemberton, docteur Frederick Harrington. Je crois que je parle au nom de tous mes collègues ici présents en disant que les accusations portées contre vous sont d'une gravité extrême. L'internement abusif d'individus sains d'esprit est un crime. L'utilisation de la médecine comme outil d'intimidation et de contrôle social est une trahison de notre serment. Je propose que cette assemblée signe collectivement une pétition exigeant une enquête officielle sur cette affaire, incluant l'examen de tous les dossiers d'internement signés par le docteur Harrington au cours des 10 dernières années. Un murmure d'approbation avait parcouru l'amphithéâtre. L'un après l'autre, les médecins présents avaient exprimé leur soutien. Le journaliste du Times souriait, sachant qu'il tenait là le scoop du siècle. L'avocat s'était approché d'Agatha et lui avait serré la main. « Mademoiselle Alfred, je serai honoré de représenter vos intérêts dans les procédures à venir. » Sir Reginald, comprenant enfin l'ampleur du désastre, était sorti précipitamment de l'amphithéâtre, suivi de près par le docteur Harrington. Personne n'avait tenté de les retenir. Leur réputation était détruite. C'était une punition suffisante pour le moment. Les semaines qui suivirent cette conférence extraordinaire furent marquées par un scandale sans précédent dans la société londonienne. Le Times publia un article dévastateur intitulé « Les asiles de la honte, quand la médecine devient l'arme des puissants ». L'affaire fit la une pendant des jours. Sir Reginald Pemberton fut contraint de démissionner de la Chambre des Lords. Son nom devint synonyme d'abus de pouvoir et de corruption morale. Le docteur Frederick Harrington fut traduit devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Lors de l'enquête, on découvrit qu'il avait signé pas moins de 17 certificats d'internement au cours des 5 dernières années, tous concernant des femmes, dont au moins 5 cas présentaient des circonstances suspectes similaires à ceux d'Eleanor et d'Agatha. Il fut radié à vie et quitta l'Angleterre dans le déshonneur. Eleanor Ashcroft fut libérée de Bethlehem 3 semaines après la conférence. Le docteur Hartley l'examina personnellement et confirma qu'elle ne présentait aucun signe de maladie mentale. Elle intenta un procès contre les Pemberton et le docteur Harrington et obtint des dommages et intérêts substantiels. Avec cet argent, elle ouvrit une petite école pour filles dans le Devonshire, offrant une éducation et une protection aux orphelines et aux jeunes femmes sans ressources. On retrouva également traces de Harriet Longford et de 2 autres anciennes employées des Pemberton qui avaient été internées abusivement. Toutes furent libérées et indemnisées. Leur témoignage lors des procès ultérieurs révéla un système d'intimidation et de silence qui avait duré plus d'1 décennie. Lady Helena Pemberton ne fut jamais poursuivie. Les médecins qui l'examinèrent conclurent qu'elle était elle-même victime, prisonnière d'une dépendance au laudanum orchestrée en partie par son mari et le docteur Harrington pour la maintenir docile et manipulable. Elle se retira dans une propriété familiale du nord de l'Angleterre, loin de Londres et des regards, et y passa le reste de sa vie dans une semi-réclusion. On dit qu'elle ne consomma plus jamais de laudanum, mais qu'elle ne retrouva jamais vraiment la paix de l'esprit. Les enfants Pemberton furent confiés à la garde de la sœur de Lady Helena, une veuve respectable qui vivait dans le Yorkshire. Charlotte, la fille aînée, maintint une correspondance régulière avec Agatha pendant de nombreuses années, jusqu'à l'âge adulte. Quant à Agatha Alfred elle-même, son cas devint l'un des plus célèbres de l'histoire médicale victorienne. Le docteur Edmund Hartley publia une monographie détaillée intitulée « De la catatonie volontaire comme mécanisme de survie psychologique » qui fit référence dans les milieux neurologiques et psychiatriques pendant des décennies.
Il y documentait non seulement le cas d'Agatha, mais aussi plusieurs autres cas historiques où des individus avaient développé des états dissociatifs extrêmes face à des menaces vitales. Agatha passa 6 mois à se rétablir physiquement et psychologiquement de son épreuve. Mr. Thomas Bellamy, qu'il avait visité régulièrement pendant sa convalescence, lui proposa le mariage. Elle refusa gentiment, expliquant qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver, pour comprendre qui elle était en dehors de la terreur et de la survie. Ils restèrent néanmoins amis proches toute leur vie. Avec l'argent obtenu lors de son procès contre les Pemberton, Agatha fonda une organisation caritative dédiée à la protection des gouvernantes et des employés domestiques. Elle créa un réseau de soutien, un système d'alerte pour les jeunes femmes dans des situations dangereuses, et fit pression pour des réformes légales concernant les droits des employés de maison. Son travail contribua à plusieurs amendements législatifs dans les années 1850, renforçant la protection des domestiques face aux abus de leurs employeurs. Elle ne reprit jamais de poste de gouvernante. À la place, elle devint une conférencière recherchée, racontant son histoire dans les universités, les écoles de médecine, les assemblées de réforme sociale. Elle plaida inlassablement pour une révision des lois sur l'internement psychiatrique qui permettait à l'époque de faire enfermer des gens sans procès ni défense adéquate. En 1854, elle publia un livre, 6 semaines dans le silence, un récit à la première personne de son expérience. Le livre connut un succès considérable et fut traduit en plusieurs langues. Il reste aujourd'hui un document historique fascinant sur la condition des femmes dans l'Angleterre victorienne, sur les abus du système médical et psychiatrique de l'époque, et sur la force extraordinaire de l'esprit humain face à l'adversité. Agatha Alfred ne se maria jamais. Elle consacra sa vie à son travail de réforme sociale et mourut en 1889 à l'âge de 65 ans, respectée et honorée. À ses funérailles assistèrent des centaines de personnes, dont beaucoup de femmes qu'elle avait aidées au cours de sa vie. Mais l'histoire ne se termine pas là. Et c'est peut-être la partie la plus troublante. En 1868, 20 ans après les événements, le docteur Edmund Hartley reçut une lettre anonyme. L'auteur prétendait avoir des informations importantes concernant l'affaire Pemberton. Intrigué, le docteur Hartley accepta de rencontrer l'expéditeur dans un café discret de Bloomsbury. L'homme qui se présenta était âgé, voûté, le visage marqué par les années. Il se présenta comme étant un ancien domestique de la famille Cavendish, la famille de Lady Helena. Et ce qu'il révéla glaça le sang du docteur Hartley. L'histoire que tout le monde connaît n'est que la surface, avait-il dit d'une voix tremblante. Eleanor Ashcroft n'était pas la première. Il y en a eu d'autres avant elle, beaucoup d'autres. Pas seulement chez les Pemberton, mais dans toute l'aristocratie londonienne. C'était un système, vous comprenez? Un réseau. Quand une employée devenait gênante, découvrait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, on faisait appel à certains médecins complaisants. Il y avait une liste. Le docteur Harrington n'était que l'un d'entre eux. Le vieil homme avait sorti un carnet usé, rempli de noms, de dates, d'adresses d'asile. J'ai gardé trace pendant des années, des dizaines de femmes, peut-être des centaines, gouvernantes, femmes de chambre, cuisinières, toutes disparues dans le système asilaire. Certaines ont fini par sortir, brisées, la plupart y sont mortes. Le docteur Hartley avait tenté d'utiliser ces informations pour lancer une nouvelle enquête. Mais il s'était heurté à un mur. Les personnes nommées dans le carnet étaient trop puissantes, trop bien protégées. Certaines étaient mortes, d'autres avaient quitté le pays. Les dossiers médicaux avaient mystérieusement disparu. Les témoins refusaient de parler, terrifiés. Frustré, le docteur Hartley avait commencé à rédiger un manuscrit détaillé, documentant non seulement le cas d'Agatha Alfred, mais aussi cette conspiration plus large qu'il avait découverte. Il y travaillait depuis 3 mois quand, une nuit, son domicile fut cambriolé. Rien ne fut volé, sauf le manuscrit et toutes ses notes de recherche. Le lendemain, il reçut une lettre. Pas de signature, juste quelques lignes. « Vous avez déjà fait assez de dégâts, docteur.
L'affaire Pemberton était une exception acceptable. Mais si vous continuez à creuser, vous découvrirez que certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. Pour votre propre bien et celui de votre famille, cessez vos investigations. Le docteur Hartley, terrifié pour la sécurité de sa femme et de ses enfants, abandonna ses recherches. Il ne reparla jamais publiquement de ce qu'il avait découvert. Mais jusqu'à sa mort en 1875, il garda le carnet du vieil domestique caché dans un coffre-fort de sa bibliothèque. Ce carnet fut retrouvé en 1923 lors de la vente de la propriété Hartley. Un historien médical l'examina brièvement, mais conclut qu'il était impossible de vérifier les informations qu'il contenait tant d'années après les faits. Il fut archivé dans les collections d'histoire médicale du Royal College of Physicians, où il se trouve encore aujourd'hui, rarement consulté, presque oublié. Quant à Sir Reginald Pemberton, après son déshonneur public, il quitta l'Angleterre pour l'Amérique. On perdit sa trace pendant quelques années. Puis, en 1856, un journal de Boston publia un entrefilet concernant la mort accidentelle d'un homme d'affaires britannique, tombé d'un quai dans le port par une nuit brumeuse. Le corps ne fut jamais retrouvé. Le nom de l'homme était Reginald Pemberton. Accident? Suicide? Meurtre? Personne ne le sut jamais. Voilà l'histoire d'Agatha Alfred, la femme qui s'est enfermée dans le silence pour sauver sa vie et qui, par son courage extraordinaire, a exposé l'un des scandales les plus sombres de l'époque victorienne. Mais une question demeure, troublante, sans réponse. Combien d'autres femmes ont disparu dans les asiles de Londres, leurs voix étouffées, leurs histoires perdues à jamais? Combien d'Agatha Alfred n'ont pas eu la force ou la chance de se battre? Si cette histoire vous a donné des frissons, si vous vous demandez maintenant combien de ces patientes hystériques de l'époque victorienne étaient en réalité des femmes parfaitement saines d'esprit, victimes d'un système conçu pour les faire taire, alors laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Était-ce vraiment un cas isolé ou la pointe de l'iceberg? Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les mystères sombres de l'histoire. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient que certaines histoires méritent d'être racontées, même si elles dérangent. Car au final, la question la plus terrifiante n'est pas de savoir si Agatha Alfred a vraiment existé. C'est de savoir combien d'autres comme elle ont été effacées de l'histoire avant même d'avoir eu la chance de raconter leur histoire. Les registres de St. Bartholomew's Hospital pour l'année 1847 montrent effectivement l'admission d'une patiente correspondant au profil d'Agatha Alfred, bien que le nom exact soit partiellement illisible dans les archives. Le docteur Edmund Hartley était un neurologue réel et respecté de l'époque. Quant au reste de l'histoire, les documents ont disparu, détruits dans un incendie en 1889 qui ravagea une partie des archives hospitalières. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être pas.